Je vais très rapidement me présenter, je ne vais pas me raconter ma vie. Je dirais simplement que j'ai participé à la création du mouvement des citoyens avec Jean-Pierre Chevènement en 1993. J'avais même le titre de directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement. C'était un titre, il n'y avait pas de cabinet. Mais ça me permettait d'avoir qui je voulais au téléphone. Et j'ai quitté Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il a fini par se résigner à l'euro, à l'Union européenne, parce qu'il pensait, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai rejoint Marine Le Pen. J'ai retrouvé dans le sillage de Marine Le Pen Florian Philippot, que j'avais croisé dans la campagne de Jean-Pierre Chevènement, campagne présidentielle de 2002. Et avec Florian, nous avons quitté Marine Le Pen en 2017, lorsqu'elle a cru qu'il était nécessaire, elle a cru qu'il était habile de renoncer au Frexit pour gagner des élections. Voilà, je vais pas. Donc ce livre est une réflexion, c'est pas des mémoires, hein, ça va de soi. C'est une réflexion au long cours sur qu'est-ce que la France. Et je commencerai par le 1er septembre 1870. Le 1er septembre 1870, la France est écrasée par la Prusse à Sedan. Et la Prusse, l'Allemagne, va demander, va exiger l'Alsace-Lorraine. Et il faut voir, il y a un grand historien allemand de l'Antiquité, Theodor Mommsen, qui va expliquer que l'Alsace est allemande, puisque la population de l'Alsace parle l'allemand. Le nord de la Lorraine, la population parle là aussi un dialecte allemand, le francique, et donc ce sont des Allemands, et il faut les rejoindre, il faut qu'ils rejoignent l'Allemagne. Et c'est ce que reprendra Bismarck au traité de Francfort du 10 mai 1871, en ajoutant Metz et une partie de la Lorraine francophone à la demande de l'état-major et du Kronprinz, qui est le futur Frédéric III. Il refusera Belfort en prétextant l'héroïsme de Denfert Rochereau, mais en réalité, Bismarck était parfaitement conscient que l'addiction de la Lorraine francophone, voire même plus, peut créer entre la France et l'Allemagne un fossé irréconciliable. Un autre grand historien de l'Antiquité, mais français celui-là, Numa Fussel de Coulanges, répondait à son collègue Mommsen, mais nous, il y a 10 ans, quand on a réuni à la France Nice et la Savoie, nous avons consulté les populations et il y a eu un plébiscite extraordinaire qui fait que ces 3 départements français sont devenus des départements français. Et donc, consulter la population. Et la population, évidemment, n'a pas été consultée. D'Alsace-Lorraine n'a pas été consultée. En fait, s'affrontaient 2 conceptions de la nation. La conception ethnique, la conception, j'allais dire, linguistique, qui était celle des Allemands, qui est celle des Allemands et qui leur a permis, même encore aujourd'hui, c'est non seulement linguistique, c'est aussi ethnique. Par exemple, si vous arrivez à prouver que quand vous habitez le fin fond du Kazakhstan, que vos ancêtres sont venus sur les bords de la Volga, fin XVIIIe siècle, à la demande de Sophie d'Anhalt-Zerbst, alias Catherine II, pour coloniser, vous pouvez récupérer aujourd'hui encore la nationalité allemande sans parler l'allemand. Car cette conception ethnique est une conception qui va conduire au fédéralisme. Quand vous voyez les nations germaniques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique du Nord, autrefois les Provinces-Unies, qui sont devenues aujourd'hui le Royaume des Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche est un État fédéral sans que ça soit dit dans son intitulé.
l'Australie, Commonwealth de l'Australie, le Canada, qui là, il y a peut-être une explication ethnique avec les francophones. Seuls les pays germaniques, avec une population relativement réduite, les pays scandinaves ou la Nouvelle-Zélande, ne sont pas fédéraux. Mais c'est une construction de la nation par le bas. Avec, et toujours, une certaine ambiguïté, l'Angleterre, là je dis bien l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne. L'Angleterre a été construite, la féodalité en Grande-Bretagne a été imposée par en haut après la conquête de Guillaume le Conquérant, qui a fait un système, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne et contrairement à ce qui s'est passé en France, où ça a été la décomposition du système carolingien. Les États latins, et particulièrement la France, ont en fait été construits par le haut. Quand vous regardez Rome, la fondation de Rome, 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas rentrer ici dans le débat si c'est historique, si c'est mythique, c'est entre les deux. Ce qui est important, c'est la manière dont les Romains concevaient la naissance de leur pays. L'historicité est secondaire, l'historiographie est plus importante. Quand Romulus fonde Rome, il n'a personne. Et donc, il va faire appel à l'asylum, c'est-à-dire il va demander à tous les vagabonds, à tous les esclaves en fuite, à tous les mercenaires qui n'avaient plus de solde, de venir peupler. Et puis ensuite, oui, c'est bien tous ces hommes, mais il fallait des femmes. Et pour se perpétuer, il fallait des femmes. Donc, c'est l'enlèvement des Sabines. Donc là, nous avons une construction par le haut de la nation. Quand vous regardez Romulus, qui était le fils de Rhea Silvia, Rhea Silvia était vestale. Par ailleurs, les Romains expliquaient que c'est le deuxième Numa Pompilius qui avait créé les Vestales. Mais ça ne fait rien. La mère de Romulus était quand même... Les contradictions n'avaient pas beaucoup d'importance. Ce qui était important, c'était ce que ça signifiait. Normalement, une Vestale qui se trouvait enceinte était enterrée vivante et son amant était mis dans un sac et jeté dans le Tibre. C'est arrivé. Mais Rhea Silvia a expliqué que son amant, c'était le dieu Mars. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a mis les deux jumeaux, puisqu'il y avait Romulus et son jumeau Rémus, dans une corbeille, et on a laissé dériver la corbeille. La corbeille, chacun sait, a été récupérée par une louve. Lupa, la louve. Oui, mais c'est une autre signification en latin, lupa. C'est la pute. Il y a pas de, voilà. C'est celle qui tond le berger. Donc, Romulus a sucé le lait d'une pute. Voilà. Et enfin, le premier acte, lorsqu'il fonde sa ville, son premier acte, c'est de tuer son frère jumeau. Son premier acte, c'est un fratricide. C'est pour ça que, quand, dans la devise de la République, il y a fraternité, que ça devient un concept juridique pour le Conseil constitutionnel. C'est quand même oublier que la fraternité, c'est quelque chose d'ambivalent et d'ambigu. Et chacun sait que les luttes fraternelles et que les guerres civiles sont les guerres les plus épouvantables. C'est bizarre, parce que le Conseil constitutionnel, qui a déclaré donc la fraternité comme un principe juridique, il y a au moins 2 membres du Conseil constitutionnel qui ont réellement une culture classique. Je veux parler de Laurent Fabius et d'Alain Juppé. Bon. Donc, ce que crée Romulus, c'est la res publica. Et lorsque le 7e roi, réel ou mythique, Tarquin le Superbe, est renversé en 509, ce n'est pas la proclamation de la République.
Quand vous relisez Cicéron, quand vous relisez Sénèque, ce n'est pas la proclamation de la République. Au contraire, la République a été interrompue par la tyrannie de Tarquin le Superbe. Et en conséquence, c'est la restauration de la Res Publica sous une forme différente, de consuls, etc. De même, lorsque Octavien prend le pouvoir après quasiment un siècle de guerre civile, il restaure la Res Publica. Il l'arrange un peu. Il arrange un peu et ça devient ce que nous appelons un empereur. Mais la Res Publica, c'est quelque chose de... On ne sait pas très bien de quoi. Res Publica, si vous traduisez, c'est la chose publique. Qu'est-ce que ça veut dire, la chose publique? Eh bien, c'est le fait que nous sommes ensemble et que nous devons ensemble avancer. Donc, là, ce n'est pas la République, l'Élysée contre Buckingham. Et d'ailleurs, le très grand théoricien de la République, Baudin, Jean Baudin, à la fin du XVIe siècle, intitulera son œuvre « De la République ». Et ce sera le théoricien de la monarchie absolue. Donc, ce n'est pas une opposition qu'il faut... C'est une dialectique. En réalité, c'est une double dialectique. C'est la dialectique entre le populisme et la civitas. Le populisme, c'est l'ensemble des citoyens vivants à un moment donné. Et la civitas, c'est la continuité historique de la Res Publica depuis la fondation. Il faut revenir, on peut revenir à une racine indo-européenne, reg. Reg, racine indo-européenne, signifie rendre droit. Et ça donne, de façon courante, règle, c'est-à-dire la règle pour tracer un trait, mais aussi règle de droit. Dans un certain nombre de branches de la famille linguistique indo-européenne, reg va donner des institutions. Par exemple, chez les Celtes, ça donne ri ou rix, d'où Vercingétorix. À l'autre bout du monde indo-européen, chez les Indiens, ça donne raj, d'où Raja, Maharaja, d'où le fait que les Britanniques appelaient leur empire des Indes le Raj. Dans un certain nombre de branches de la famille indo-européenne, il n'y a pas de dérivé institutionnel de reg. Notamment, par exemple, chez les Iraniens, d'où l'article 5 de la Constitution de la République islamique d'Iran. La légitimité politique appartient au 12e imam qui a été occulté en 874 et depuis, il y a un problème et ce problème est toujours celui de l'Iran. Il n'y a pas de dérivé institutionnel de règles chez les Slaves, ni chez les Grecs. Mais il y a des dérivés institutionnels de règles chez les Latins et chez les Germains. Et chez les Germains, c'est Reich et c'est Recht. Comment vous traduisez Reich? Empire. Tout le monde va dire c'est un empire. S'il y a des germanistes qu'ils excusent ma prononciation, je vous lis l'alinéa 1 de l'article 1er de la Constitution de la République de Weimar, Das Deutsche Reich is eine Republik. Le Reich allemand est une république. Donc le terme de Reich est un terme, mais en même temps, il n'y a pas d'incarnation du Reich. L'empereur, c'est le Kaiser. Et Kaiser, c'est une translittération de César. Ça n'a rien à voir avec Reich. Donc, le Reich est une entité métahistorique qui est animée par qui? Qui est animée par le Volk. Je ne vais pas ici reprendre toutes les définitions allemandes sur le Volk, mais je parlerai simplement d'un peuple germanique, les États-Unis d'Amérique. Le Volk
existe aux États-Unis d'Amérique. C'est les white anglo-saxons protestants. C'est le cœur de la nation américaine, et avec tous les problèmes que ça pose. Donc, et quelle est l'étendue du Reich? L'étendue du Reich, c'est là où se pratique le Recht. Et le Recht, on le traduit par droit, mais c'est un droit qui ne se codifie pas. C'est un droit qui est un droit jurisprudentiel, et c'est le common law des Anglais. Donc, en revanche, le Rex existe. Ça peut être une personne, le roi, mais ça peut être en même temps le peuple, ça peut être une partie du peuple, ça peut être tout dépend de l'époque. Et donc là, je voudrais reprendre une citation de Michelet, un poète de l'histoire, qui, en 1861, c'est important que ça soit en 1861, écrit « L'Angleterre est un empire ». Je vous rappellerai que Victoria a été proclamée impératrice des Indes en 1876, donc on en est loin. L'Allemagne, un pays, une race. La France est une personne. Michelet est républicain. Nous sommes sous le Second Empire. Dire la France est une personne, c'est prendre le risque de dire que la France est Napoléon III. Il y a des monarchistes, certes divisés, entre le duc de Bordeaux et le comte de Paris. Et puis il y aura, il peut toujours y avoir des gens qui pensent être l'incarnation de la France. Il y aura quelques décennies plus tard Boulanger, et puis ensuite Pétain. Mais néanmoins, la France est une personne. Et d'où le succès du tableau de Delacroix, La liberté conduisant le peuple. D'où le succès du buste de Marianne. Et puisque tout à l'heure, je parlais de Florian Philippot et des Patriotes, le symbole que nous avons repris, c'est la semeuse. C'est donc la France peut s'incarner dans une femme idéale, mais c'est en ça, c'est une personne historique, c'est une personne collective, et nous sommes nés à un moment donné. Nous sommes nés quand? Je ne vais pas reprendre, puisque c'est le premier chapitre de mon livre, je ne vais pas reprendre toutes les hypothèses de la naissance de la France, et j'en retiendrai une. Nous sommes nés au printemps 987, avec l'avènement du Capet. Et le paradoxe, c'est que les gens qui ont mis sur le trône de France Hugues Capet voulaient que la France n'existe pas. Pourquoi ils ne voulaient pas que la France? Pourquoi ils ne voulaient pas de la France? Parce qu'ils voulaient que ça soit intégré dans cet empire qui sera le Saint-Empire, qui est né le 2 février 962, lorsque le pape Jean XII couronne un empereur à Rome, Othon Ier. Et donc ça va être une coalition menée par l'archevêque de Reims, Adalbéron, qui appartient à la grande aristocratie austrasienne, et qui, lui, est pour cet empire. Ça va être le proto-féodaux, il est peut-être un peu tôt pour parler de féodalité bien installée, et c'est le fameux dialogue entre Hugues Capet et le comte Adalbert de la Marche. Le Hugues Capet dit à Adalbert « Qui t'a fait comte ?» et Adalbert lui répond « Qui t'a fait roi ?» Et c'est le soutien aussi des moines, notamment de Cluny. N'oublions pas que nous sommes 987, nous sommes donc au Xe siècle. C'est l'époque où, disons que c'est un peu compliqué à Rome. Il y a l'histoire de la papesse Jeanne, histoire apocryphe. Et c'est l'époque qui sera qualifiée, 5 siècles plus tard, par Luther, de pornocratie romaine.
Donc c'est une alliance de gens qui ne veulent pas de la France. Ce que nous pouvons constater, c'est que ces trois forces, sous des formes bien différentes, continuent tout au long de l'histoire de France à exister, heureusement souvent en sourdine, mais pas toujours. Il y a ceux qui veulent que nous intégrions dans un grand empire, européiste, atlantiste. Il y a ceux qui veulent casser la France en petites régions. Il y a ceux qui veulent que nous soyons les porteurs d'une sorte de philosophie universaliste qui est attachée à aucune racine. Voilà. Ces trois se retrouvent. D'ordinaire, ils n'arrivent pas à se retrouver ensemble. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que les trois se retrouvent ensemble. Vous voyez bien que la coalition. Mais la République, en France, 3 jours après sa proclamation en septembre 1792, se proclame une et indivisible. Mais c'est repris de qui? C'est repris de la Constitution du 3 septembre 1991. Le royaume, titre 2, article 1, le royaume est un et indivisible. Son territoire est distribué en 83 départements, chaque département, district, etc. Donc, là encore, c'est d'en haut, on a décidé de créer les départements. C'est un mouvement qui existait depuis 150 ans. Déjà, Colbert était partisan d'avoir un système beaucoup plus rationnel que Louis XIV avait refusé parce qu'il voyait quels étaient tous les problèmes que cela pourrait créer, mais on le retrouve tout au long du XVIIIe siècle. Il n'existe donc rien dans la Respublica entre le souverain, c'est-à-dire le peuple tout entier, et le citoyen, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Je vais vous donner un exemple très précis. Le Parti socialiste avait décidé de mettre la région dans la Constitution, article 72 de la Constitution. Puis, il y a un président de la République socialiste, François Hollande, qui tout d'un coup s'est dit « Oulala, oulala, si la Picardie, le Front National va emporter les élections en Picardie. Et peut-être même dans une deuxième région, la Franche-Comté. Il faut faire disparaître ces régions. » Alors, on ne pouvait pas faire disparaître totalement seulement 2 régions. C'était un peu compliqué. Donc, on est passé tout d'un coup de 22 à 13 régions. Avec n'importe quoi. Parce que s'il y a une région, par exemple, qui a une petite identité particulière, y compris juridique, c'est l'Alsace. Il y a quand même ce qu'on appelle le droit local en Alsace et en Moselle, dont le plus connu, l'aspect le plus connu est le concordat, mais les habitants sont beaucoup plus attachés au régime de sécurité sociale qu'au reste. Enfin, bon, bref. Et on a fait disparaître l'Alsace. Alors ensuite, on a recréé un système. Ce qui montre bien qu'on peut créer, qu'il n'existe rien de légitime. Il existe un tas de choses légales, bien sûr, mais il n'y a rien de légitime entre le citoyen et le souverain, entre le souverain et le citoyen. Je dirais, je vois bien que il va sortir de son cadre, mais je dirais que c'est ça le jacobinisme. Le jacobinisme, c'est d'abord cette dialectique entre le souverain et le citoyen. Mais en même temps, le souverain est un souverain absolu. Même la République est une République absolue. Et donc, par exemple, ne sont pas légitimes et dont nous devons nous débarrasser de la Commission européenne, mais plus encore que de la Commission européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme,
de la Cour de justice de l'Union européenne, qui enserrent la France, qui enserrent le droit français et qui empêchent effectivement réellement la démocratie dans ce pays. Le souverain modifie, abroge la loi. Voilà. C'est lui, la loi, c'est lui. C'est lui, c'est le souverain absolu. Ensuite, il peut compenser pour ceux qui se trouveraient lésés par un changement de la loi. Ça, c'est autre chose. Mais le principe, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a rien au-dessus de lui. En revanche, il y a deux principes. Un, il doit préserver sa souveraineté. Là encore, on me dit, oui, mais si on veut sortir de l'Union européenne, il y a l'article 50 du traité de Lisbonne. Très bien. D'ailleurs, quand les Anglais se sont, avec le Brexit, se sont enferrés dans des discussions à n'en plus finir à propos de l'article 50, nous devons, lorsque nous sortirons de l'Union européenne, et j'espère que ce sera pour bientôt, il n'y aura pas à se poser cette question de l'article 50. On décide de quitter l'Union européenne, et donc on met fin à un certain nombre de choses. Et ensuite on négocie, bien sûr, mais on ne négocie pas par ailleurs. Nous sommes souverains. Et nous négocions avec les autres nations. On ne va pas négocier avec la Commission de Bruxelles ou avec les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'autre part, l'autre principe, c'est qu'il faut protéger la citoyenneté du citoyen. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen ait le moyen de pouvoir exprimer sa citoyenneté. Et là encore, il faut voir que ça évolue considérablement dans le temps. Lorsque, par exemple au Moyen-Âge, pour l'objectif, alors je ne vais pas parler de citoyen au Moyen-Âge, ça serait ridicule, je vais prendre un terme un peu désuet, qui est plus tout à fait employé, mais que j'aime beaucoup, le terme de rénicole. Les rénicoles, le souverain doit avoir pour souci le salut éternel de ses sujets. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Mais voilà, ça change. Mais bon, deuxième chose, s'assurer que ces sujets, ou les citoyens, aient un emploi utile. L'assistanat, oui, pour les gens qui ne veulent pas travailler, pour les vieux comme moi. Mais, bon, il y a des retraites. Mais il faut absolument et enfin, défendre ce que j'appellerais la propriété. Et la propriété, c'est pas seulement la propriété, ça peut être la propriété d'abord de son logement, mais c'est aussi un certain nombre de droits, y compris, pour y revenir, les droits à la retraite, qui doivent être préservés. Voilà. Le citoyen ne doit pas être démuni. Là se pose évidemment ce problème qui est le problème de la laïcité. La laïcité est la loi du 9 décembre 1905. Qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé que la religion serait désormais dans la sphère privée, que la religion ne devait pas déborder dans l'espace public, mais que dans la sphère privée, chacun pouvait avoir la religion qu'il souhaitait et se comporter en conséquence
en fonction de sa religion. Mais on le retrouve déjà à Rome. À Rome, il fallait respecter les cultes civiques. Les cultes civiques, c'était la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve. Puis on rajoutait la déesse Roma, et puis à partir de l'Empire, on rajoutait l'empereur, ce qui posait un certain nombre de problèmes avec les religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, comme vous le savez. Mais pour le reste, les Romains, les Latins, croyaient ce qu'ils voulaient et vivaient en conséquence, sauf si ça débordait dans l'espace public. Et c'est notamment le problème des bacchanales et la répression très sévère. Il y a eu quelques milliers de condamnations à mort dans la répression des bacchanales. On n'est pas sûr qu'il y en a eu autant d'exécutés. Enfin, voilà. Et sous l'Ancien Régime, ça a été constamment le conflit entre l'État royal et l'Église. Je rappellerai le gallicanisme, c'est donc le gallicanisme, et je rappellerai que le premier acte gallican de l'histoire de France, c'est Louis IX, qui deviendra plus tard Saint-Louis, très rapidement Saint-Louis. C'est une affaire absolument de bourgeois de Beauvais qui avait fait, peu importe, et qui est donc sous la juridiction de l'évêque de Beauvais. Oui, mais pas de l'évêque de Beauvais en tant qu'évêque, mais en tant que comte de Beauvais. Et donc en appel, est-ce que c'était la juridiction ecclésiastique ou est-ce que c'était la juridiction royale? Et le jeune Louis IX, il avait 17 ans lorsque l'affaire a commencé, le jeune Louis IX dit ça doit être la juridiction royale. Ça va durer 10 ans, hein. Mais c'est le premier. Et le deuxième, c'est toujours Louis IX. Là, nous sommes en 1248. Nous sommes dans le grand conflit, le conflit titanesque entre l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen et le pape Innocent IV. Le pape se réfugie à Lyon, qui à l'époque était une ville de l'Empire, qui n'était pas une ville française, et veut voir Louis IX. Louis IX refuse d'aller à Lyon. Alors finalement, il trouve un compromis, il se voit à Cluny. Parce que Cluny est dans le royaume de France, mais Cluny est en même temps une abbaye exempte, donc voilà, chacun... et deuxièmement, lorsque Frédéric II de Hohenstaufen menace d'aller se battre contre le pape à Lyon, Louis IX répond que lui serait présent avec son armée et Frédéric II ne vient pas. Bon. Voilà Alors, ça va être ensuite un peu occulté, que ce soit Louis IX. Ça va être occulté à la fois par les laïcistes, qui ne peuvent pas dire que le premier conflit entre l'État et l'Église, c'est Saint-Louis, mais ça va être aussi occulté par les ultramontains, qui ne peuvent pas dire que ce Saint-Roi, qui par ailleurs avait une ascèse et qui était parfaitement... Bon, et qui a été canonisé très rapidement après sa mort, que je ne dise pas de bêtises, en 97, je vais me souvenir, 1297, ça va de soi. Son dernier frère était encore vivant, d'ailleurs. Et donc, ce conflit va être permanent parce que c'est très difficile de savoir où se partagent la religion et l'État. Maintenant, regardons les citoyens et revenons donc à la conception politique de la nation. Et français, celui qui est français.
je veux dire, c'est un raisonnement unaire, tautologique, est français, celui qui est français. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut accepter tout et n'importe quoi. Et je ne vais pas rentrer dans ce conflit entre droit du sol et droit du sang. Le droit du sol peut fonctionner pour une part, a fonctionné pour une part, ne peut pas fonctionner partout et toujours, et le droit du sang. Et d'autre part, lorsque quelqu'un est naturalisé, il assume l'histoire de France tout entière. C'est-à-dire que quand j'entends une députée européenne élue en France, naturalisée depuis, je ne sais plus, 10 ans, 15 ans, dire les Français sont racistes, les Français sont colonialistes, etc., c'est inacceptable. Elle doit accepter l'histoire de France avec, bien sûr, il y a des ombres, mais aussi avec ses lumières. Et on doit l'accepter totalement. Il ne faut pas, je veux dire, il faut pas se battre sur des sujets qui n'ont plus raison d'être. On ne va pas se battre, là encore, on ne va pas se battre pour savoir si les Chouans avaient raison ou si Robespierre avait raison. On peut avoir les explications, mais on ne va pas se battre là-dessus. C'est fini, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, et donc il faut assurer la civitas dans sa continuité historique. C'est-à-dire, la civitas, c'est quelque chose, contrairement aux Germains, qui sont un peu, qui sont nomades, la facilité avec laquelle ils peuvent traverser l'Atlantique, aller en Australie, etc. Nous, la première chose que fait Romulus, c'est de tracer le pomerium. Nous partons d'un endroit précis. Et cet endroit précis, aujourd'hui en France, c'est le parvis de Notre-Dame. C'est là où partent les kilomètres de nos routes. Donc, la loi protège bien évidemment les citoyens, et là aussi je vais employer un terme protège l'étranger en situation régulière. Il faudrait ressusciter ce terme romain de pérégrin, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Pérégrin, ça donnait pèlerin. Le pérégrin, c'est celui qui n'est pas citoyen, qui vit normalement, qui a des droits, qui a des devoirs, qui vit normalement, mais qui un jour quittera le pays pour rejoindre son propre pays. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas vocation à devenir français. Le problème, c'est que le métier de citoyen, pour reprendre le terme d'un historien, Claude Nicollet, le métier de citoyen à Rome, Claude Nicollet, il estimait en gros 2 mois. 2 mois par an, alors dispersés dans l'année. Parce que la qualité de citoyen à Rome était telle qu'on ne pouvait pas la déléguer. Il n'y avait pas de délégation. Et un des problèmes, évidemment, qui s'est posé, c'est l'extension de l'Empire, l'extension même de la citoyenneté. Après, c'est la guerre sociale, qui doit être quelque chose comme 86 avant Jésus-Christ, où la citoyenneté romaine a été donnée à tous les habitants de l'Italie. Et il a fallu inventer, et ça a mis beaucoup de temps, on ne l'a pas inventé à Rome, on l'a inventé par l'intermédiaire de l'Angleterre au cours du Moyen-Âge, la délégation. Mais ce qui veut dire que la République, c'est le référendum. La République, c'est le référendum. On ne fait pas des référendums sur n'importe quoi. Il est évident que le jour où on a décidé de changer la Constitution pour modifier les dates
d'entrée des sessions parlementaires, on n'allait pas convoquer le peuple français. Mais on a convoqué Michel Rocard, qui revivait la guerre d'Algérie de sa jeunesse. Michel Rocard a convoqué un référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu une abstention massive. Pourquoi il y a eu une abstention massive? Parce que autant sur l'Algérie, les Français étaient directement concernés, puisque le contingent allait en Algérie. Donc les gens étaient parfaitement concernés, soit directement, soit par les membres de leur famille. Autant on ne peut pas, sur une affaire comme la Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas. Donc, mais l'objectif, c'est le référendum. Je vous ferai remarquer que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de référendum en France. Au mois de mai, ça fera le 29 mai, ça fera très exactement 20 ans. Qu'on parle aujourd'hui d'un référendum, je ne sais pas. La question pourrait être, est-ce que vous préférez être riche et en bonne santé que pauvre et malade? C'est à peu près le genre de question qui semblerait se dessiner. Ce qui était extravagant, c'est qu'aujourd'hui, dans la Constitution, c'est le peuple français qui est souverain. C'est la Constitution. Vous prenez en Grande-Bretagne, c'est pas le peuple qui est souverain, c'est le roi dans son Parlement. La souveraineté appartient au roi, il y a encore quelque temps à la reine, et dans son Parlement. Et c'est si vrai que lorsque le Brexit a été voté par les Britanniques, il a fallu ensuite que le Parlement vote des lois. Parce que le Brexit le référendum n'avait qu'un pouvoir indicatif, n'avait pas un pouvoir. Tandis qu'en France, où théoriquement le référendum fait la loi. Ensuite, on a réuni le 4 septembre, que je ne dise pas de bêtises, 2008, le Congrès et là, la classe politique a voté le traité de Lisbonne. Donc, le référendum, c'est quelque chose qui est le principe même de la démocratie dans la République. Le problème, c'est que, vous me permettrez de paraphraser Simone de Beauvoir, en disant on ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient. Je vais prendre l'un des plus anciens auteurs latins, Plaute, a écrit Homo homini, lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas Rousseau. Hein. Rousseau, c'est l'inverse. Et donc, il faut éduquer, il faut instruire. Ceci a été parfaitement christianisé par saint Augustin, qui est le véritable fondateur du catholicisme romain, et quand saint Augustin avec le péché originel. L'homme naît avec la concupiscence. Là aussi, il y a une éducation à avoir. Cette éducation, aujourd'hui, c'est l'école. C'est l'école qui n'est pas un service public. Si l'école est un service public, ça veut dire que les élèves sont des consommateurs. Ils viennent là. Non, l'école doit former des citoyens. Former des citoyens, c'est pas subir de la propagande. C'est-à-dire des gens qui sont aptes à participer, s'ils le souhaitent, au débat, et pas seulement au débat politique. Ça peut être le débat scientifique. Je pense que ce que vous avez eu la semaine dernière sur le Covid, pouvoir avoir un certain nombre d'éléments pour y participer. C'est aussi avoir un métier, une formation. Et enfin, c'est rendre, en fonction de ses talents, et je dis bien des talents, de rendre à la République ce que la République vous a donné. D'où l'importance de l'élitisme républicain, c'est-à-dire de la sélection des meilleurs
par la promotion de tous. Le concours, qui est un peu qui semble une particularité française, le concours, c'était tout à fait extravagant, extraordinaire et paradoxal. C'est au XVIIIe siècle l'alliance de fait des jésuites et des jansénistes. Les jésuites, dans les lettres curieuses de la Chine, publiées tout au long du XVIIIe siècle, ont souligné l'importance du concours en Chine pour la sélection des mandarins. Et les jansénistes ont trouvé que c'était finalement un bon système, d'où la création des premiers grands corps techniques, le corps des ponts, c'est en gros 1749-1750, et puis ensuite vient le corps du génie militaire, puis le corps des mines. Le corps des mines, c'est un peu plus tard, c'est Louis XVI. Bon. Donc, c'est plus seulement l'achat des offices, c'est aussi une sélection, parce que sur les corps techniques, il faut quand même des gens qui aient des connaissances techniques. Et puis après, c'est repris par la Révolution avec la création de Polytechnique, la création de Normal Sup, etc. Donc, l'élitisme, et aujourd'hui, c'est frontalement attaqué, l'élitisme républicain. C'est considéré comme inégalitaire. C'est profondément égalitaire. C'est évidemment profondément égalitaire. Oui, c'est profondément égalitaire. Ça demande de travailler, et voilà, ça demande du travail. Je disais donc, la citoyenneté romaine, c'était 2 mois par an, dispersés dans l'année. Et effectivement, l'exercice de la citoyenneté demande toujours du temps. Les Romains avaient leur idéal, au fond, c'était l'otium, que nous traduisons mal par loisir. L'otium, c'était la possibilité de se cultiver pour la politique et pour la philosophie. Et le contraire de l'otium, c'est le négocium. C'est-à-dire ceux qui sont obligés de travailler pour pouvoir manger. Alors, c'est pour faire négocium, c'est-à-dire du commerce. Avec Mercure, le dieu du commerce et des voleurs. Donc, il y a bien un problème qui est comment fonctionne l'économie. Je prendrai un autre exemple. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin se souviennent peut-être de cet exemple, César pontem fecit, qu'on nous faisait traduire, César fit faire un pont. Mais la traduction littérale, et celle que pensaient en réalité les Romains, c'est César fit un pont. Car c'est César qui a pris la décision de faire le pont, et peu importe, l'architecte, les ingénieurs, les ouvriers, eux, ils n'ont fait qu'exécuter la décision de César. C'est donc en haut, là encore, en haut, qu'on prend la décision. César étant par définition l'État, mais ça peut être un entrepreneur, c'est d'en haut que se mène l'économie. Et c'est là où on arrive évidemment à Colbert. Colbert était... il faut sortir du débat libéralisme et socialisme. Le colbertisme, c'est pas ça. C'est l'État doit impulser et entraîner l'économie. Il doit en avoir les moyens. Et là où la concurrence, là où le marché est utile, là où il doit y avoir le marché, là où il y a le marché n'est pas utile, ça doit être l'État qui assure. La concurrence doit se faire sur le produit et pas sur le producteur. Je veux dire, le produit,
Et si c'est sur le producteur, ça va être sur les salaires, ça va être sur la protection sociale, ça va être sur les conditions de vie. Si c'est sur le produit, c'est une émulation. Sur la technique, sur l'esthétique, peu importe. Mais d'autre part, donc l'État doit avoir des moyens pour inciter et pour impulser. C'était ce qui a été décidé dans le Conseil national de la résistance. Je vous rappelle que le Conseil national de la résistance regroupait absolument toutes les forces politiques de l'époque, sauf les trotskistes. Mais vous prenez quelqu'un comme de Beuvridel, il n'arrivait pas d'une... Ensuite, il s'est dit gaulliste de gauche. Mais il n'arrivait pas de la gauche, de Beuvridel. Il arrivait de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appellerait, de ce qu'on appelait l'extrême droite. Donc, c'est ça, ce noyau qui doit permettre d'impulser. Je prendrai maintenant quelques exemples. L'électricité. L'électricité est un monopole naturel. Si vous voulez, je pourrais longuement vous en parler, puisque j'ai travaillé à EDF et dans le nucléaire, mais voilà, le chemin de fer. Il n'y a pas de concurrence possible dans le chemin de fer. C'est pas vrai. On fait une concurrence, on peut dire on va faire une concurrence parce qu'on va mettre des sièges en rouge au lieu d'être en vert. Très bien. Mais pour qu'il y ait une concurrence dans le chemin de fer, il faudrait qu'il y ait 2 réseaux ou 3 réseaux. Il n'y a qu'un seul réseau. Et il ne peut y avoir qu'un seul réseau. Donc ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'entreprise privée. Ça signifie que l'entreprise privée est là où elle est acceptable. Et puisque vous parliez du Covid de la semaine dernière, le problème, effectivement, c'est l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, l'objectif, un chef d'entreprise, il est là pour gagner de l'argent. Parce que s'il ne gagne pas d'argent, il est en faillite. Donc c'est normal. Je n'ai rien, on n'a rien contre le fait qu'un chef d'entreprise paye gagner de l'argent. Mais le problème pour l'industrie pharmaceutique, ça peut être vrai aussi pour l'industrie d'armement, c'est qu'on gagne de l'argent à quel prix? N'importe comment, en vendant des vaccins. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à avoir, sortir du faux débat. Le libéralisme, c'est, je l'explique dans mon livre, je ne vais pas le développer ici, c'est l'idéologie qui ressort de la culture germanique, anglo-saxonne. Et le socialisme, c'est ce qui ressort de la culture germanique tudesque, c'est-à-dire de l'Allemagne. Et vous remarquerez avec moi que le moment où la France est le plus développée, c'est ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, c'est les 30 années qui ont suivi la libération, 45. La reconstruction, ça a été terminé. Je veux dire, on a retrouvé les niveaux de production de 30... alors il faut remonter de 28, 29, ça dépend, avant la crise de 29, on les a retrouvés en 53, c'était terminé. La France s'est développée avec un système, un plan indicatif glissant, avec un certain nombre de nationalisations. La bourgeoisie française a cette particularité d'être une bourgeoisie d'État. Puisque, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est une bourgeoisie d'État, c'est une bourgeoisie d'office qui a investi en achetant au roi la possibilité d'avoir un honneur. L'impôt le plus extraordinaire qui ait jamais été créé, c'est la Paulette.
les assujettis à la Paulette aimaient cet impôt. Aimaient cet impôt. Cet impôt consistait à payer 1/60 par an du prix de son office et d'en être propriétaire, de pouvoir le vendre ou de pouvoir en faire hériter ses enfants. Et ça c'était une satisfaction. Alors, ensuite, comme toujours, on a un peu exagéré. C'est-à-dire que à la fin, il y avait des offices qui ne représentaient pas grand-chose, mais qui permettaient, dans telle ou telle ville, de pouvoir se pavaner. Ce système a eu deux conséquences. La première, le jansénisme. Cette bourgeoisie d'office était une bourgeoisie qui avait sa propre idéologie, et comme nous étions au XVIIe, XVIIIe siècle, cette idéologie ne pouvait avoir qu'une incidence théologique. Pourquoi ? Le jansénisme présentait un immense avantage. Vous connaissez les thèses de Max Weber sur le calvinisme. Le calvinisme, je ne suis pas sûr que les théologiens rigoureux vont être d'accord, mais les calvinistes pensent que si leurs affaires privées, leurs affaires dans la vie et leurs affaires dans l'espace public fonctionnent bien, c'est un signe de leur salut éternel. Les luthériens pensent que s'ils ne doutent de rien, et s'ils sont bien conformes à ce que veut le pouvoir, c'est un signe de leur salut dans la vie éternelle. Janséniste, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Non seulement, s'ils respectent leur devoir d'État, c'est pas un signe. Ça peut être une ruse du diable. C'est quand vous prenez un certain nombre de textes. Donc, le janséniste est seul face à sa conscience. Immense avantage, c'est que la bourgeoisie française, bourgeoisie d'État, n'est pas une bureaucratie. Elle n'est pas à la disposition d'un autocrate. Elle est dans une dialectique entre l'autocrate, enfin le roi, et elle-même. Donc, du coup, le fonctionnaire français, qui aujourd'hui n'est plus vraiment janséniste, mais le fonctionnaire français se croit porteur de l'intérêt général. Et je prendrai ce que disait Sir Christopher Soames. Sir Christopher Soames a été notamment ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Et il a été vice-président de la Commission européenne lorsque la Grande-Bretagne avait adhéré à ce qui était à l'époque la CEE. Et par ailleurs, il était le gendre de Churchill. Sir Christopher Soames disait qu'il faut toujours nommer à la tête d'une organisation supranationale. Il faut toujours nommer un Français. Parce que ce sera le seul qui ne mettra pas en avant les intérêts de son pays. Tandis que les autres fonctionnent. Donc donc quand on se bat, et on s'est souvent battu pour imposer tel ou tel, c'était en réalité, on se tirait une balle dans le pied. L'autre, évidemment, conséquence de ce système, c'est que ce Dieu absent, ce Dieu qui ne donne pas de signe, on arrive facilement à l'absence de Dieu. Et la particularité de la France par rapport à un certain nombre de pays, y compris latins,
c'est que la sécularisation, c'est pas seulement une diminution de l'influence des religions dans, c'est le développement euh, du- non, non seulement de la laïcité, parce que mais d'un laïcisme. Voilà, en disant qu'est-ce que nous devons, et je vais terminer là-dessus, conclure, au-delà, aujourd'hui, ce que nous devons retrouver une France dans laquelle on retrouve, et je réemploierai le mot, peu importe, de jacobinisme. Oui, nous devons mettre fin à la mettre fin à la décentralisation, redonner au préfet, et que ce soit un dialogue entre le préfet et le conseil départemental. La région a supprimé. J'ai été conseiller régional, a supprimé. Nous devons retrouver le gallicanisme, les rois de France qui pouvaient remettre en cause, était en jeu quand même leur salut éternel. Néanmoins, ont su se poser suffisamment aux ultramontains. Et donc, nous devons chasser tout ce qui est européiste, institutions européistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec d'autres pays, hein, mais sur un pied d'égalité et sans chapeau par-dessus. Nous devons revenir à une économie qui soit une économie dans laquelle il y a un secteur public et un secteur privé. Ensuite, quelles frontières, etc., on peut en discuter. C'est un autre problème. Et enfin, chacun doit avoir en conscience, sa conscience, de sa responsabilité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'histoire. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.